Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour 45 minutes d'évasion. La Turquie sous l'œil perçant du réalisateur Emin Alper. Voilà ce qu'on vous offre aujourd'hui dans Invitation au voyage. Une Turquie sans concession. Qu'il balade sa caméra au cœur de l'Anatolie ou sur les rives du Bosphore, Emin Alper filme ses concitoyens sans filtre, quitte parfois à s'attirer les foudres des autorités. Il sera avec nous dans l'inspiration. Ensuite, on a prévu une pause à Londres, autour d'une pinte. Le pub, c'est une institution en Angleterre, le deuxième salon des Britanniques. On y refait le match, comme le monde, ce sera notre héritage. En Scandinavie, ce qui fait tourner la tête, ce sont les boulettes de viande. Nous irons en Norvège, à Oslo, les préparer avec une sorte de béchamel. Une recette simple et familiale dont on vous livrera le moindre secret dans Papille. Et puis, à Paris, vous verrez comment le petit journal a lancé, de manière inattendue, la mode du fait divers dans la presse écrite. On était limite au niveau de la déontologie, mais ça a sacrément dopé les ventes. Et tout de suite, c'est la devinette, en mode parka et après-ski. Le décor de notre question du jour, c'est le Vermont. Près de 80% de forêts, 100% d'entre elles recouvertes de neige durant l'hiver. À Jéricho, à 2 heures de route de Montréal, le fils d'un fermier va prouver qu'il n'existe pas 2 flocons identiques dans le monde. Savez-vous comment il a fait ? Dans une quarantaine de minutes, vous aurez la réponse, mais sans plus tarder, on s'envole pour la Turquie, rejoindre le réalisateur Emin Alper. Et il se pourrait qu'on ne soit pas les seuls à traquer son inspiration. Mieux vaut rester sur ses gardes, on ne sait jamais qui pourrait s'intéresser à vous. En Turquie, quand ce n'est pas les voisins qui épient, c'est l'État qui espionne. Le contrôle social permanent est mis en cinéma par le réalisateur turc Emin Alper, avec une patte où le grotesque le dispute au réalisme. Comme en 2022, dans son Burning Days, succès critique en France et en Allemagne. Ce que je fais est à la fois drôle et pas drôle. Et c'est le propre de l'humour noir. Rire de choses qui, en réalité, sont déroutantes. Et c'est ce que nous vivons ici. Dans les quartiers populaires d'Istanbul et dans les villages d'Anatolie, ces personnages sont animés par le désir d'en découdre avec le règne de l'arbitraire. Là où l'autorité écrase, Emin Alper voit partout possibilité de subversion. L'Anatolie, région centrale de Turquie, est la toile de fond récurrente des films d'Emin Alper, né dans la petite ville de Karaman en 1974. Dans ce territoire conservateur, la vie s'organise autour de règles austères et inamovibles. Les Sœurs, son 3e film sorti en 2019, raconte la vie de 3 filles obligées de cohabiter sous le toit de leur père, un berger veuf et sans le sou. Entre le despotisme de leur entourage et des codes culturels, l'Anatolie devient prison à ciel ouvert pour celles qui rêvent d'ailleurs. Les 3 sœurs du film vivent dans un village isolé d'Anatolie qui est perché sur une montagne. Un des premiers plans montre d'ailleurs à quel point il est difficile d'y accéder en voiture. C'est un lieu où les habitants sont comme coupés du reste du monde. Mais les sœurs s'adaptent et en tant que jeunes femmes ou jeunes filles, elles cherchent à résister à ce contexte si contraignant. Emin Alper est un enfant de cette culture anatolienne dont il maîtrise les tensions et les non-dits. Près de Karaman, il fait rejouer à ses acteurs la comédie des hiérarchies familiales. Dans Les Sœurs, imbibé de l'influence du dramaturge Tchekhov, Alper pousse son étude des mœurs turques et de la tyrannie banale jusqu'au creux du foyer. Les Sœurs a été tourné dans une Anatolie que le réalisateur maîtrise, puisqu'il la connaît depuis toujours. Dès ce premier film, Emin Alper est allé chercher des paysages et des intérieurs qui permettent de capturer l'atmosphère locale.
Pour les sœurs, il a travaillé avec une équipe très exigeante, notamment sur les extérieurs, pendant 4 à 5 semaines, sur place. Et le fait de tourner dans ces conditions nous permet ensuite, nous le public, d'être puissamment transportés dans l'histoire. La force de son cinéma, c'est surtout qu'il nous montre que là où il y a oppression, il y a possibilité de rébellion. Il nous fait systématiquement ressentir ce potentiel-là. Ama geri alırlar mı bilmem. Karnında spasiyle koydukları kızı daha geri alırlar mı? Orasını bilmem. Ben senin o gevşek ağzını bir daha alayım da gör orospu seni. Abla bir durun ya daha gelir gelmez. Dili pabuç kadar cadalozun. Gözü kör olasıca. Il en est ainsi de ces femmes qui essaient de trouver leur place dans un univers où les hommes se prennent pour des cow-boys, comme dans les films qui jouent un rôle important dans l'enfance du réalisateur. Dans les années 80, il n'existe qu'une seule chaîne de télé en Turquie qui diffuse chaque dimanche soir les films de Sergio Leone et les coups de feu de Terence Hill. Les westerns spaghetti sont tournés dans des paysages méditerranéens très similaires à ceux d'Anatolie. Quand j'étais enfant, ça m'a tout de suite marqué. En tant que réalisateur, c'est le point de départ de mes films. Il y a aussi des parallèles sur le plan narratif. Les westerns racontent souvent l'histoire d'une petite ville, oppressante, où un étranger arrive et provoque un conflit avec la communauté locale. Et dans ces villages du Far West, comme dans ces petites villes anatoliennes, l'autorité patriarcale est écrasante de la même façon. Terre de son enfance et terreau de son imaginaire. Ce territoire immense qui évoque la liberté et qui pourtant enferme, le cinéaste le quitte à l'aube de ses 20 ans pour entamer sa propre conquête de l'Ouest, direction Istanbul. C'est la même liberté que recherchent ces personnages, en voulant ouvrir des horizons bouchés et prendre en main leur destin. Dans son western urbain Abluka, Suspicion, selon son titre français, sorti en 2015, l'un des personnages essaie de s'en sortir en devenant informateur de la police, tandis que son frère survit en chassant des meutes de chiens errants aux frais de la mairie. Le réalisateur filme dans une banlieue prise dans les nuages et la paranoïa. Les images sont tournées au grand angle. Les personnages sont au centre d'un environnement qui inquiète et déstabilise toute leur attention portée sur l'ennemi identifié. Emin Alper propose une œuvre métaphore de la vie contemporaine en Turquie où les gens, partout, se soupçonnent et s'observent. Nous vivons dans une culture politique qui s'appuie sur des théories du complot, ce qui conduit à un déni permanent du réel. Nous n'arrivons pas à affronter nos problèmes, qu'ils soient sociaux, économiques ou politiques, parce que nous les attribuons constamment à des forces extérieures. Les étrangers, les minorités, l'autre. Ce discours empêche toute remise en question. Et il dépasse le champ politique. C'est une façon de penser qui infuse notre vie quotidienne. Dans le film Abluka, Suspicion, on ne différencie plus les policiers en civil des civils qui se prennent pour la police. Dans un sous-sol d'immeuble, le personnage de l'informateur est traîné pour un interrogatoire secret. Ailleurs, en bas de la rue, se tient un meeting politique clandestin. Le spectre du terrorisme provoque la crainte de voir sauter des charges explosives ici et là. Tout et tous semblent approcher du point de rupture.
Je ne suis pas fataliste. Si mes films se terminent souvent de manière relativement sombre, c'est surtout pour provoquer une forme de prise de conscience chez le spectateur. Les héros positifs qui triomphent à la fin des films ont un effet anesthésiant selon moi. Ils rassurent trop facilement le public. Dans chacun de mes films, et dans Abluka par exemple, les personnages essaient simplement de garder le contrôle sur leur vie. Mais le système est rigide, donc leur échec est presque inévitable. Leur destin ne peut échapper à la broyeuse du politique. Emin Alper est le directeur artistique de la Cinémathèque d'Istanbul, dans le quartier de Kadıköy, près du Bosphore. Un havre de culture où sont projetés des centaines de films d'auteurs du monde entier, à contre-courant du nationalisme porté par le parti du président Recep Tayyip Erdogan. Lorsque j'ai besoin de respirer, je vais sur les rives du Bosphore ou de la Corne d'Or. Je marche dans Kadıköy, qui est un quartier très important pour moi. Ces endroits me permettent de me sentir libre et vivant. J'ai toujours aussi été attiré par l'Istanbul invisible aux touristes, celle des quartiers en marge, loin du centre-ville, qui correspond au récit que je construis. L'Istanbul que je filme, kafkaïenne et étouffante, n'est évidemment pas celle que j'aime. Mais c'est à celle-ci que les habitants sont confrontés chaque jour. À 1 heure d'Istanbul, vers le barrage de Sazlıdere, une nouvelle donnée vient s'ajouter aux problèmes déjà existants, le changement climatique. Dans le film Burning Days, sorti en 2022, un trou béant s'est ouvert au milieu des terres d'un village. Dans un paysage en partie sauvage, mais assailli par l'action humaine, le réalisateur poursuit son exploration inquiète des rapports de force entre les citoyens, aussi bien que dans leur relation aux vivants. La crevasse que l'on découvre dans le film résulte de l'activité humaine, d'une consommation d'eau abusive. C'est une image qui est extrêmement puissante, qui parle des relations entre nature et société, entre écologie et morale. Ce trou devient le reflet d'une faute morale collective. Il est en outre drapé d'une forme d'intemporalité, presque mythologique. Pour enquêter sur l'apparition de ces mystérieuses béances géologiques, Emre, un jeune procureur idéaliste, est envoyé en mission dans la région. Il découvre un pacte de corruption unissant les notables locaux pour s'approprier les ressources en eau. Plus encore, peut-être que dans d'autres régions du monde, ces dernières années, on voit en Turquie un lien particulièrement fort entre crise environnementale et dérives politiques, notamment avec la montée de la droite populiste. Burning Days est un film nourri par cette question. Il évoque de manière très concrète la situation de ceux qui essayent de défendre l'intérêt public, des experts, des journalistes, des procureurs, et qui, ce faisant, prennent des risques parfois très graves. Le personnage du procureur entretient une amitié ambiguë avec un journaliste local qui enquête parallèlement à la justice. Le film Burning Days est accusé de propagande LGBT par le ministère de la Culture et juste avant sa sortie, l'État demande au réalisateur le remboursement de son financement public. L'équipe parvient cependant à mobiliser l'opinion et le film suscite un fort engouement à sa diffusion en salle.
C'est cela qui me captive le plus dans Burning Days. C'est un film politique. Mais ce qui compte, c'est qu'il soit aussi et avant tout un geste de cinéma, par sa richesse esthétique, par sa capacité à refléter le monde de façon sensible et nuancée, et parce qu'il parvient à atteindre ce niveau de complexité. Je considère ce film comme l'une des œuvres les plus importantes du cinéma turc contemporain. Emin Alper continue de tourner des films qui racontent une société chahutée, encore et toujours prête au bras de fer. Thomas Chauvineau, lui, nous emmène au centre de la Turquie, dans l'une des premières villes au monde où les femmes semblent avoir joué un rôle plus important que les hommes. C'est le clin d'œil. Ces petites statuettes ont longtemps intrigué les archéologues. À Çatalhöyük, où elles ont été retrouvées au centre de la Turquie, elles sont nombreuses. Cette cité agricole, établie il y a plus de 9000 ans, pourrait bien être la première ville de l'humanité. Une ville dans laquelle les femmes ont sûrement joué un rôle considérable. Ici vivaient environ 8000 personnes, dans des maisons mitoyennes, sans balcon, sans toiture, pas de porte, mais des échelles. Les habitants passaient par les toits pour rentrer chez eux, et peut-être aussi y passer leurs morts. Dans cette société, les morts étaient enterrés sous le plancher des maisons pour rester en famille. C'est justement dans les tombes que les archéologues ont fait une découverte qui tranche avec ce qu'on connaissait jusqu'à présent de nos ancêtres néolithiques. Les filles, décédées jeunes, étaient enterrées avec 5 fois plus d'objets précieux que les garçons. Perles, bracelets, bols, paniers et lames de pierre. Quand des familles entières étaient inhumées, tous les membres étaient liés à la mère. Jusqu'à présent, les archéologues avaient découvert des sociétés patriarcales où les hommes prenaient tout le rab à la cantoche et quand ils passaient ad patresse, c'est eux qui partaient avec le plus de cadeaux dans la tombe. Il semble que ce ne soit pas le cas à Çatalhöyük. Ce qui fait dire qu'il y a 9000 ans, les femmes jouaient un rôle clé, social, économique et spirituel. Et ces fameuses figurines, aux formes généreuses, pourraient bien montrer leur statut dominant. En 2009, une autre statue avait été découverte. Un homme, à genoux, devant qui ne serait-ce pas une femme? Si c'est le cas, on se demande où est-ce que ça a pu merder au cours des siècles qui ont suivi. Allez, je vous donne rendez-vous maintenant à Londres. L'endroit le plus emblématique, le symbole de la culture britannique, c'est le pub. Un héritage dont l'Angleterre ne pourrait pas se passer. Stade du quotidien, tribune à hauteur d'homme, le pub est le deuxième salon des Anglais. Depuis le Moyen-Âge, on y refait le match comme on y refait le monde, une pinte à la main. Dans cette société de classe, les public houses, tavernes du peuple, n'ont pas seulement forgé une conscience politique, mais un esprit commun. Des arènes libertaires, ouvertes à tous, sans distinction d'origine ou de maillot. Je pense que le pub est un endroit décontracté et chaleureux. Et il n'y a aucune attente sur qui l'on doit être dans un pub. C'est un lieu où l'on peut avoir son propre rituel. C'est un esprit de fraternité. Cela offre une autre manière de se rassembler autour d'un match, même quand on ne peut pas aller au stade. Éprouvés par les guerres du XXe siècle, comme par la désindustrialisation, les pubs ont perdu du terrain. Mais alors que les écrans nous isolent, ces institutions remontent au score. Aujourd'hui, on joue collectif, on y refait société. Les ancêtres des pubs prennent racine dans la campagne anglaise dès l'époque romaine. Le long des routes empruntées par les marchands au 1er siècle après Jésus-Christ, des tavernes s'élèvent comme des phares.
Nous nous tenons sur ce qui était autrefois une route très importante entre Leeds et York. Un itinéraire de pèlerinage pour les moines qui voyageaient de cathédrale en cathédrale, mais aussi pour les commerçants qui amenaient leurs produits d'une ville à l'autre. Les tavernes situées le long des routes importantes servaient d'abri aux voyageurs. Elles offraient un endroit où passer la nuit ou se réfugier en cas de mauvais temps, ce qui est fréquent en Grande-Bretagne. Puis viennent les Vikings, qui cherchent eux aussi, au Moyen-Âge, un peu de chaleur et de compagnie autour d'une pinte d'ale. À savoir un breuvage sans houblon, parfumé aux herbes. Les tavernes de l'époque deviennent des ale houses, de simples maisons au cœur du village qui font aussi brasserie. Ce pub en particulier a été construit en 953. Seulement quelques centaines d'années après que les Vikings ont été vaincus. On peut donc imaginer qu'il y avait encore des traces de cette culture ici. Ce qui est merveilleux dans un pub aussi ancien, c'est d'imaginer que des gens ont pu boire ici même, dans des cornes à la santé de Thor. Ces tavernes étaient tenues par des familles ou par des femmes seules, les brasseuses. Elles fabriquaient la bière et la vendaient depuis leur salon, leur cuisine, leur ferme. En entrant dans ces tavernes, la première chose qu'on pouvait sentir, c'était probablement l'odeur de la bière fraîche. L'hygiène devait être un peu douteuse, donc cela devait sentir fort. Les gens mangeaient des potages et des ragoûts préparés derrière le comptoir. On y lit les nouvelles, on y joue, on y boit beaucoup. Tant et si bien que le roi Richard II, en 1393, décide de mettre un peu d'ordre dans la profusion des débits de boissons. Chaque établissement devra arborer une enseigne. C'est la naissance graphique du pub anglais. Ces symboles suspendus deviennent des repères qui guident aussi bien l'ivrogne, le soldat que le pèlerin. Avec le temps, la demande de bière a continué de croître et l'État a imposé des taxes. Les femmes ont alors été désavantagées car elles avaient moins d'éducation que les hommes. Et donc, progressivement, les hommes ont pris le relais dans la production de bière et les brasseries se sont institutionnalisées hors des tavernes. Au XVIIIe et XIXe siècle, on voit émerger les public houses, où la bière n'est plus forcément brassée sur place, mais où des gens de tous horizons viennent boire et sociabiliser. Les public houses vont, à la faveur des bouleversements de la fin du XVIIIe siècle, épouser les contours de l'Angleterre victorienne. L'exode rural et l'essor industriel ancrent les pubs dans les quartiers denses des grandes villes. À mesure que Londres s'étire et que les machines grondent, ces établissements prolifèrent, refuges dans la tempête de la modernité. Nous sommes à Soho, dans l'ouest de Londres. C'était un quartier traditionnellement très aristocratique. Mais au XIXe siècle, ça devient un arrondissement délabré, de mauvaise réputation. À cette époque, la population de Londres explose. Entre 1800 et 1900, elle passe de 1 à 6 millions d'habitants. Les logements y sont si petits qu'on n'a pas vraiment de salon. Alors le pub devient littéralement le salon. C'est un lieu ouvert à beaucoup de gens. Donc beaucoup d'ouvriers, d'artisans, tailleurs, ébénistes, cordonniers y viennent. Et avec les réfugiés politiques qui arrivent d'Europe, pour tous les gens qui vivent dans ce quartier et qui s'intéressent aux idées réformistes, tout a lieu dans le pub. L'arrière-salle enfumée du Star & Garter, à Soho, devient un de ces foyers de dissidence. Le bar accueille tout aussi bien les chartistes, qui réclament le suffrage universel masculin et la fin d'un parlement réservé aux élites, que les syndicats, les clubs socialistes et anarchistes. Là où les bourgeois tiennent salon, ici, on invente une langue commune, celle de la conscience prolétarienne.
Dans les années 1860, on milite de plus en plus fort pour le suffrage universel et les pubs deviennent de plus en plus utiles pour se réunir et échanger ses idées. Beaucoup ont une salle à l'étage pour les débats et pour les conférences politiques. Des milliers de personnes y signent des pétitions pour faire pression pour le droit de vote. Les pubs sont alors associés à des figures iconiques, comme Karl Marx par exemple, qui était de notoriété publique un gros buveur. Il y a une anecdote fameuse où il fait la tournée des pubs de Tottenham Court Road, à quelques rues d'ici, et ça représente environ 18 pubs. Et Karl Marx et ses amis ont fini la nuit par casser tous les lampadaires de la rue. À cette époque, les pubs sont très masculins, ce sont des espaces d'hommes. Mais au tournant du XXe siècle, avec le mouvement pour le droit de vote des femmes, les suffragettes, le pub devient un terrain de lutte pour l'inclusion politique des femmes. Sous la bannière de l'Union sociale et politique des femmes, fondée en 1903 par Emmeline Pankhurst et sa fille Sylvia, ouvrières, institutrices, couturières réclament à leur tour le suffrage universel. Sylvia décide de s'installer dans l'un des quartiers les plus pauvres de la capitale, l'East End, où elle transforme un ancien pub en agora. Entre ces murs noircis, un féminisme radical prend racine. Ce pub s'appelait les Bras de l'Armurier, Gunsmaker's Arms, car il se trouvait à côté d'une usine de fabrication d'armes qui fabriquait des armes pour la Première Guerre mondiale. Sylvia et les suffragettes prennent possession du pub dans leur projet pacifiste. Elles étaient vraiment contre la guerre et le rebaptisent Mother's Arms, les bras de la mère. C'est vraiment symbolique. Ça devient un lieu d'accueil pour les femmes, différent du pub traditionnel. Il a une cantine solidaire, une école Montessori, une crèche. On y trouve du travail, de l'entraide. C'est une manière de dire « Vivons dès maintenant le futur que nous voulons. Créons un espace, un pub comme celui-ci, dans lequel on va définir de nouvelles relations sociales pour notre avenir. » Mais à peine les suffragettes ont-elles conquis leurs premiers droits que les temps se durcissent. Les guerres mondiales, puis la désindustrialisation n'éteignent pas seulement l'industrie anglaise. Elles vident aussi les pubs de l'East End, frappés de plein fouet par la fermeture des docks. Les pubs ont connu une période difficile. Ils ont été lourdement bombardés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et après la guerre, ces quartiers ont souffert d'un manque d'investissement. Salut Ruben, comment ça va? De 1945 à 1969, 83 000 personnes ont perdu leur emploi dans les 5 arrondissements qui jouxtent le fleuve. Et tous ces espaces ont connu un terrible déclin économique. Les fermetures de pubs dans ce quartier se comptaient par centaines. L'impact a donc été dévastateur sur la communauté qui s'est enfoncée dans la précarité. Il y avait quelque chose d'un peu post-apocalyptique. Si vous avez vu le film Orange Mécanique, c'était un peu le même genre d'ambiance dans l'East End de Londres. On a laissé ces quartiers pourrir. Il faut attendre les années 1990 pour que l'East End reprenne vie. Les friches industrielles et les loyers modestes attirent une jeunesse créative en quête d'espace et de possibles. Peu à peu, les vieux pubs de briques changent de peau. Ce fut un des premiers quartiers de Londres à être gentrifié et à vivre une vraie renaissance. Les anciens entrepôts ont été transformés en appartements luxueux pour les cadres de la City. Et on a commencé à voir des pubs rouvrir, tous très diversifiés. Certains avec restaurants gastronomiques, d'autres pour boire, pour regarder le foot, pour jouer au billard, aux fléchettes, et des espaces pour la communauté LGBTQIA+. Là où je vis, il n'y a pas qu'un seul type de pub. Et ça, c'est une chance.
À Dalston, quartier cosmopolite au cœur de l'Est londonien, les lieux queer s'inscrivent dans la tradition des résistances ouvrières. Dans un monde encore traversé de violence et d'effacement, ces pubs sont d'essentiels bastions de visibilité, de lutte et de joie. Des lieux d'appartenance où l'on célèbre autant que l'on résiste. Je pense qu'on aura toujours des pubs. La Grande-Bretagne sans pub, ce n'est pas la Grande-Bretagne. Mais pour la communauté queer, c'est vraiment un lieu important. Un espace de rencontre pour des gens de tous les horizons, de toutes les sexualités et de toutes les identités de genre. J'aime fréquenter les pubs queer avec mes amis parce qu'on s'y sent en sécurité, on peut se lâcher. Il peut y avoir un événement marrant comme un drag show. On y croise des gens par hasard, ce qui est réconfortant, surtout dans une ville comme Londres, qui peut être grande et intimidante du fait de sa taille. Tout cela fait que le pub queer perpétue, en quelque sorte, le rôle traditionnel des pubs. Il est grand temps de passer à table après tout ce houblon. Et c'est en Norvège, à Oslo, qu'on part préparer l'une des recettes les plus fédératrices du monde, la boulette. Des boulettes préparées aujourd'hui par Josie, une Brésilienne adoptée par la Scandinavie depuis 2 décennies. Je m'appelle Josie Silva. J'ai 50 ans, j'ai 2 enfants et je suis mariée. Je vis ici depuis plus de 20 ans. Je suis arrivée du Brésil en 2003. La société norvégienne est très égalitaire. Pour moi, c'est presque la société parfaite. Mes enfants et ma famille et la Norvège sont ce qu'il y a de plus important pour moi. On peut faire les boulettes avec de l'agneau ou les acheter déjà toutes prêtes. Regarde ça par exemple. Ce sont ce type de boulettes que je vais faire à la viande de bœuf. Celles-ci sont industrielles. Mais bien sûr, mes boulettes sont bien meilleures que celles-ci. Je commence par casser un œuf. J'aime bien le fouetter avant de l'ajouter à la viande hachée. Et je vais mettre un mélange d'épices, le mélange de Josie. Si vous n'avez pas le mélange de Josie, vous pouvez utiliser ce que vous avez sous la main en fait. Regardez ce que vous avez dans vos placards. Je dose à l'œil, j'en mets autant que nécessaire. Un peu de poivre. Quand on façonne les boulettes, si on les cuit simplement comme ça, elles deviendraient dures. Mais en ajoutant de la chapelure, ça permet à la viande de rester juteuse. Un peu de muscade. Et j'ajoute un peu de persil. Habituellement, j'émince l'oignon à la machine, mais je vais le faire à la main. On va bien voir si je pleure. Je n'ai pas envie de pleurer. Je ne connais jamais exactement les quantités. Je cuisine selon mon inspiration. Beaucoup de gens me demandent les recettes, mais je ne les ai pas.
Je vais couper encore un oignon pour faire la sauce cette fois-ci. Cela lui donnera un peu plus de goût. Ma mère s'est mariée 8 fois et son dernier mari était japonais. Donc j'ai aussi connu la cuisine japonaise en grandissant. De temps en temps, j'aime bien cuisiner japonais. J'avais également un voisin libanais au Brésil. Mon enfance a vraiment été enrichie et influencée par des cultures du monde entier. Je vais préparer la sauce. C'est comme une béchamel. Et ne commence pas à me demander les proportions. Je ne les connais pas. Je ne suis pas norvégienne, mais c'est vraiment le plat du quotidien pour les Norvégiens. C'est très facile à préparer pour les enfants. Direction Paris pour notre dernière étape. À une époque où l'encre d'un quotidien peu scrupuleux s'est teintée de rouge. C'est l'histoire inattendue. Les Français ont-ils le goût du sang ? À Paris, au milieu du 19e siècle, un homme d'affaires audacieux en a fait le pari. Un coup de maître commercial à l'origine d'une révolution du journalisme. Anne-Claude Ambroise Rendu est historienne de la presse. Elle nous replonge entre les pages d'un quotidien à la méthode aussi innovante que douteuse. Dans la France du Second Empire, un certain Moïse Polydore Millot flaire un bon filon. C'est quelqu'un qui a certainement le sens du commerce, un certain sens des affaires. Il a fait lui-même un début de carrière dans la banque. Il va avoir cette idée de lancer un journal comme le moyen de gagner de l'argent. Chez les bourgeois, parisiens notamment, on lit Le Siècle, La Presse ou encore La Gazette de France. Le Moniteur universel est même le journal officiel de l'Empire. Ces journaux qui vivent de leurs opinions politiques doivent payer un droit de timbre imposé par Napoléon III pour s'exprimer, et leur tirage peine à dépasser les 30 000 exemplaires. Si Millot veut parvenir à faire percer son petit journal, comme il choisit de le nommer, il doit innover. Alors que les journaux du temps sont des journaux de grand format sur 2 pages, lui, il invente un journal sur 4 pages, petit format, qui a le mérite aussi de la commodité. L'autre nouveauté, c'est le coût de vente du journal, donc des abonnements très réduits par rapport à cette presse bourgeoise, voire mondaine pour Le Figaro, qui se vendait beaucoup plus cher. Prix du journal, 1 sou. La plus petite monnaie en circulation, présente dans toutes les poches. Pour rentabiliser ce tarif, Millot se détourne des sujets politiques qui pourraient fâcher l'empereur et il échappe ainsi à la taxe impériale. À la place, il remplit ses pages d'un concept encore peu présent dans le milieu de la presse, le fait divers. Fait divers, c'est une espèce de poubelle du journal où on met en vrac tout ce qu'on ne sait pas où ranger ailleurs. Donc il y a des tas de choses diverses et variées, des accidents, des suicides, des crimes, évidemment, parce que des gens comme Millot vont comprendre que finalement, ce qui assure le succès du fait divers, c'est plutôt le sang. Grâce aux crieurs, aux colporteurs et aux chemins de fer, le petit journal circule partout entre les mains d'un lectorat populaire, avide de récits en tout genre. Et le pari fonctionne. Les presses rotatives tournent à plein régime et assurent l'impression de plus de 200 000 exemplaires dès les premiers mois. Un succès qui n'attend qu'un événement sordide pour exploser. Le 20 septembre 1869 au soir, à Pantin, un cultivateur remarque plusieurs mares de sang fraîchement versées à la lisière d'une plantation de luzerne. Il découvre le corps d'une femme. Il alerte la police, qui extirpe du champ 5 autres cadavres, des enfants, tous mutilés, vraisemblablement à coups de pioche, pelle et couteau.
Le petit journal titre dès le lendemain de la découverte sur le crime de Pantin, l'affaire de Pantin. Et il ne va plus cesser de le faire tous les jours. La une est entièrement consacrée à l'affaire de Pantin d'abord. On identifie la famille Kink et un suspect est arrêté au Havre alors qu'il tentait de fuir en se jetant à l'eau. Il a 19 ans et il s'appelle Jean-Baptiste Tropman. Le massacre de Pantin devient l'affaire Tropman quand le coupable est identifié. La couverture médiatique de l'affaire au sein du journal peut atteindre jusqu'à 75% de la surface rédactionnelle. Ce qui veut dire qu'en fond, le petit journal ne vit que par l'affaire Tropman et pour l'affaire Tropman. Le journaliste qui couvre l'affaire donne le ton. Hier, il n'était question à Paris que de l'effroyable massacre de Pantin. Je serai probablement obligé de prendre aujourd'hui beaucoup plus de place que d'habitude, mais il le faut pour satisfaire la légitime curiosité des lecteurs. Pendant 4 mois, les gros titres s'enchaînent comme autant de rebondissements de l'affaire. Fin septembre, on retrouve en Alsace le corps du fils aîné, que Tropman accusait jusque-là du massacre. Ayant finalement avoué son crime, motivé par l'appât du gain, il est jugé et condamné à l'échafaud. Jusqu'au bout, Millot et ses rédacteurs s'efforcent de tenir en haleine leur public, en couvrant les pages de récits sensationnalistes, quitte à broder allègrement. Les jours qui précèdent l'exécution de Tropman, et le chroniqueur n'a pas grand-chose à raconter puisque Tropman est au secret dans la cellule des condamnés à mort. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il imagine. Il imagine ce qu'a été le premier de l'an de Tropman l'année précédente, premier de l'an qu'il a passé avec la famille Kink, et puis ce que doit être son premier de l'an de cette année-là. Et ça donne un récit qui est de l'ordre des derniers jours d'un condamné. En janvier, tandis qu'on dresse la guillotine à quelques pas de la place de la Bastille, le récit du petit journal atteint son point d'orgue. Il court comme un frisson glacial au milieu de la foule qui parle tout bas du jour prochain de l'expiation. Il me semblait déjà voir s'élever le fatal instrument qui doit accomplir l'œuvre de la justice. Ce sera pour demain samedi, au plus tard pour lundi. Il faut avoir le courage d'être bête, confie un jour Millot à un rival. Avec plus de 500 000 exemplaires imprimés le jour de l'exécution, le patron de presse a fait d'un crime sordide le socle de son triomphe. Celui qu'on surnomme désormais Millot le millionnaire a écrasé la presse mondaine et politique au profit d'un nouveau type de journalisme. Au sortir du premier fait divers médiatisé à grande échelle, le petit journal, dont le nombre de tirages continue de grimper, ouvre la voie à un âge d'or de la presse populaire. Une lecture simple, accessible à chacun, qui préfigure aussi le journalisme moderne. Le journalisme précédent était un journalisme politique, donc de chronique, d'opinion. Et le fait divers va pousser en quelque sorte, en développant d'abord le reportage. Il ne faut pas oublier que les faits diversiers sont appelés les petits reporters. Et puis c'est aussi une façon d'écrire les choses. Cette imagination, etc., va disparaître progressivement. Dans les années 1880, c'est déjà beaucoup moins le cas. Dans les années 1890, c'est fini. Les récits de faits divers sont des récits à l'os, du fait brut. Retour à la devinette, retour dans le Vermont. Avez-vous trouvé comment le fils d'un fermier avait prouvé qu'il n'existait pas 2 flocons de neige semblables au monde? Eh bien, il a réussi à les prendre en photo. On est en 1885, le 15 janvier. Dans une cabane de la ferme familiale, Wilson Bentley a l'idée d'accoler son microscope à un appareil photo. Il réalise ainsi le premier cliché de flocon de neige de l'histoire. Pendant 46 hivers, il va capturer, officiellement, 5300 flocons sous son objectif. Et son travail va démontrer qu'il n'existe pas 2 flocons identiques au monde. L'ironie, en revanche, c'est qu'il mourra d'une pneumonie foudroyante après avoir passé des heures dans une tempête de neige. Peace, Palt.